Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Hugo Clerc. Champion du monde d'endurance, il partage avec nous les étapes d'une préparation pour arriver au sommet. Qu'il s'agisse de ses sacrifices, de ses peurs, mais aussi de tout le bonheur que cela procure. Il nous parle de la préparation mentale qui s'impose pour être capable de toujours repousser ses limites et de sa capacité à se relever malgré les chutes. Il a participé aux plus grandes compétitions d'endurance, dont une que l'on connaît tous, les 24 heures du Mans. Que se passe-t-il dans la tête d'un pilote au départ de cette course mythique ? Vous allez le découvrir à travers les mots d'Hugo. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Moi qui est un homme d'endurance, je dirais que ça peut se résumer à une course de 24 heures, l'aventure. Ouais, sur une course de 24 heures, on peut la vivre. Pour toi, l'aventure, en effet, c'est vivre ces journées de course, à mon avis. C'est aussi éventuellement, quand tu parles d'endurance, donc euh, faire quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, inhumain. C'est-à-dire que 24 heures sur une moto, alors c'est pas 24 heures sur une moto, si on doit l'expliquer à quelqu'un, la course des 24 heures du Mans, par exemple, une course de relais, en fait, sur 24 heures. J'imagine que pour toi, c'est un peu tous les jours, en fait, l'aventure. Ouais. Après, par contre, honnêtement, enfin, je reviens sur la course d'endurance. Sur une course de 24 heures, ouais, c'est une aventure. Partir à un relais à 4 heures du matin, manger des pâtes entre deux. Enfin, si tu veux, il faut le vivre. Mais une fois que tu le vis, une course de 24 heures, même pour même si t'es pas pilote, mais si tu le vis de l'intérieur dans le staff, c'est une aventure. C'est une aventure de dingue. C'est une aventure humaine, émouvante, fatigante et même. Enfin, moi, en tant que pilote, en tout cas, on met le corps à rude épreuve. Mais même, par exemple, un panoteur ou un mec qui est vraiment dans le staff, il vit ça quand on vit ça de l'intérieur. Honnêtement, on a des émotions, je pense qu'on peut retrouver sur d'autres choses, bien sûr, mais qui est dur à retrouver en termes d'émotions, de stress, d'effort physique, d'effort mental. Et je voudrais, avant d'arriver à ces fameux 24 heures, à cette compétition, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. À quel âge t'as touché, toi, ta première moto? Première moto, je l'ai touchée à l'âge de 3 ans. J'avais un petit QR, un petit Piwi 50, que mon père avait acheté ça pour mon frère, qui m'est revenu après quand j'avais 3 ans, 4 ans. Voilà, on avait ça dans le garage, mais c'était pas. Mon père a toujours été un peu un sport méca, mais voilà, c'était pas. C'est Voilà, il avait acheté ça pour nous, pour qu'on se fasse kiffer, mais si tu veux, c'était pas du tout mon but au début de faire de la moto, quoi. Et c'était pour arriver à la compétition, c'était étape par étape. Alors là, tu viens de dire que c'était vraiment pour de l'amusement, ton père était pas vraiment dans la compétition. Comment t'es rentré dans l'univers de la compétition? Comment on arrive à ce niveau et surtout à commencer à faire ses premières compétitions? Alors moi, c'est un peu un parcours un peu atypique, un peu bizarre parce qu'en fait, si tu veux, oui, mon père m'avait acheté une moto quand j'étais jeune, mais si il y a voilà, moi, il y en a beaucoup sur le paddock en fait qui ont de la famille, qui font de la moto, le père, l'oncle ou quoi que ce soit, alors que moi, pas du tout. En fait, moi, c'est moi vraiment qui a poussé mon père à qu'on aille là-dedans, qu'on se lance là-dedans. Et en fait, tout simplement, j'avais une fille de mon village qui faisait de la course moto. Et puis c'est en quelque sorte ma voisine. Et puis son père lui dit: ah bah venez voir, venez la voir. Elle roulait pas très loin de chez nous. Donc elle dit: ah bah venez nous voir et tout. Donc on est allé un dimanche en fait, tout simplement voir la course. Et puis ça s'est avéré qu'à la fin du week-end, on a racheté sa moto et qu'on s'est lancé là-dedans, puisqu'en fait la formule nous avait bien plu. On s'est dit: allez, on se lance là-dedans une année, voilà, pour rigoler, voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Et là, t'avais quel âge là? J'avais 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans. Mais finalement, on en avait déjà un petit peu parlé. 15 ans, c'est finalement assez tard en fait pour faire de la compétition. Ouais, bah 15 ans, c'est tard. Enfin, c'est jeune enfin, ça paraît jeune, mais en fait, pour faire de la moto à haut niveau, c'est tard. Un pilote qui veut être en Grand Prix, il faut qu'il commence à 6 ans, il faut qu'il commence déjà à rouler souvent sur une moto, quoi.
Et donc là, t'as 15 ans, tu commences la compétition, comment ça se passe et c'est quoi les steps après? Donc là, c'était quoi? C'était une course régionale, c'était une course nationale, tu vois, je sais pas par rapport à ça. Bah, alors en fait, c'était une coupe de marque. C'était une coupe de marque, c'est le Trophée Malossi. En fait, c'est le Malossi, c'est une marque italienne qui conçoit des moteurs et en fait qui faisait une coupe de marque, voilà, pour promouvoir leurs produits, ils faisaient cette coupe en France. Et puis du coup, on s'est lancé là-dedans, on a acheté la moto. Première course, je la gagne. Et deuxième course, je fais deuxième. Et au final, je fais deuxième du championnat. Donc pour une première année, c'était un peu du jamais vu. Et après, bah, une fois qu'on est pris là-dedans, déjà d'une, on veut plus parce qu'on aime ça, donc on veut pas arrêter. Puis de deux, par les résultats, par les résultats, bah, ça fait qu'on a évolué et après on a commencé à faire du championnat de France. Et après les championnats de France, les résultats sont arrivés et en fait, on a fait que monter les étapes parce que bah, en fait, il y avait du résultat à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc on a continué, continué, continué jusqu'au stade où là j'ai pu en faire ma passion qui est devenue mon métier, quoi. Aujourd'hui, si on brûle les étapes pour dire aujourd'hui ton palmarès, t'es champion du monde d'endurance. On avait parlé beaucoup, et ça c'est un aspect qui est assez important parce que pour nous, euh, qui sommes le public de toutes ces courses, on a l'impression bien sûr que c'est un rêve qui se réalise de faire ce métier-là. Est-ce que toi, ça a toujours été un rêve? Alors tu dis que ça c'est arrivé à l'âge de 15 ans et que tu t'es rendu compte que c'était à ce moment-là que tu voulais faire de la course. Est-ce que c'était un rêve, en fait, déjà, depuis tout petit, de faire de la moto, en tout cas en compétition? Non, en fait, à la base, j'étais à fond dans le karting, moi. J'ai fait du karting une année et puis, ouais, j'étais un peu plus karting et puis je te dis, c'est vraiment un pur enfin, j'aimais aussi vraiment énormément la moto, hein. Je faisais quand même déjà un peu de moto, j'aimais la moto, mais à la base, j'étais plus karting et puis on a vu que l'ambiance du karting, c'était pas ça et puis en fait, bah, c'est ça, en fait, c'est dès que tu gagnes des courses, mais je pense dans tout sport, dès que tu gagnes, bah, ça te crée une sorte de sentiment qui est pas facile à expliquer, mais que tout le monde recherche en fait. Enfin, sauf les personnes qui l'ont jamais eu, mais tout sportif recherche cet adresse de victoire, de réussite, et ça, en fait, de le trouver de suite, bah ça fait que amplifier et voilà. Et après, bah tu rêves moto, tu veux faire la moto, de la moto, de la moto, quoi. Et j'imagine que ça reste quand même un long parcours parce que entre ton jeune âge, ton adolescence, jusqu'à arriver à être champion du monde, il y a dû y avoir des sacrifices. On n'arrive pas à être champion du monde en faisant une vie entre guillemets normale. Est-ce que tu peux nous en parler? Quels ont été les sacrifices pour en arriver là? On imagine tous les grands professionnels avoir juste le talent pour pouvoir faire ce type de parcours, mais j'imagine que il y a quand même pas mal de sacrifices, non? Moins maintenant, mais c'est vrai qu'au tout début, ça a été assez dur parce qu'à 15 ans, c'est là où on commence à découvrir. Enfin, on est adolescent, on commence un peu à découvrir un peu ce que c'est de sortir, de s'amuser, voilà, de rencontrer des potes, des filles, et du coup, en fait, bah, tu t'aperçois que toi, tu peux pas forcément le faire parce qu'à côté de ça, il faut faire attention pas à ce que tu manges, pas à 15 ans, mais il faut faire du sport. Tu as souvent des courses, donc du coup, ça veut dire que des courses, bah, tu vas aux courses, tu vas pas aux soirées qui commencent à débuter, tu bois pas d'alcool, voilà, tu vois pas tes potes, en fait. Donc, en fait, tu choisis entre tes potes et ta passion. Et à 15 ans, ça peut paraître assez dur. Maintenant, enfin maintenant, je le vois plus. Maintenant, c'est mon mode de vie, c'est comme ça, et les gens ils l'acceptent. Mais à 15 ans, c'est vrai que les copains ils le comprennent pas trop, ils savent pas trop pourquoi on se prive de tout. Et ouais, il y a eu des moments où ça a été assez dur parce que j'ai loupé plein d'anniversaires, j'ai loupé plein de trucs. De le dire comme ça, avec du recul, enfin, ça paraît évident, et puis en fait, ça paraît pas si grave. Mais je te jure qu'à 15 ans, quand tu as 15 ans et que tu commences à débuter ton adolescence, ta vie au final, et que tu rates des trucs comme ça, au début, c'est dur. C'est très dur. Et c'est pour ça, et je pense que ça fait vraiment la différence entre
entre guillemets le commun des mortels et vous qui vous êtes champion, c'est ça la vraie différence, c'est que vous avez été capable de faire des sacrifices où là nous on s'amusait peut-être un peu trop. Il y avait une question aussi qui était importante, c'était de se dire est-ce que si moi j'avais fait ces sacrifices, si j'avais été sérieux à ce moment-là, est-ce que moi j'aurais pu être à ton niveau? C'est une question que je pose aussi à d'autres sportifs et en fait là où je veux en venir, c'est que je pense en fait dans ces sacrifices-là, il y en a qui sont importants, mais je pense qu'il y a une grosse part de talent. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point. Alors c'est difficile de dire oui, non, mais moi j'ai du talent, c'est pour ça que je suis champion. Mais j'imagine que même si j'avais suivi ton parcours, il y a peut-être des chances que je gagne pas mes premières courses, quoi. Il faut du talent, c'est sûr, mais le talent, ça suffit pas. Dans la moto, tout le monde, enfin tous ceux qui roulent avec moi, ils ont du talent. Et sauf qu'il arrive un moment, bah, le talent, ça bute. Tu peux avoir du talent, sauf qu'il arrive un moment, vu que tout le monde a du talent, bah, il faut du travail derrière. Donc, t'es obligé de bosser. On est obligé de bosser et oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, il faut, même si tu as du talent, il faut du travail en fait. Voilà. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Et je pense que euh, un mec qui travaille pas, bah, il n'y arrivera pas. Et dans tous les cas, et c'est là en fait où on voit la différence entre. Moi, j'en ai connu beaucoup à mon âge, à 15 ans, qui avaient du talent, qui avaient énormément de talent, peut-être même plus que moi. Mais sauf que bah, sur ces sacrifices-là, ils n'ont pas voulu les faire et en fait, ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, moi, je préfère aller le week-end m'amuser et en fait, j'en ai marre de plus voir mes potes, j'arrête la moto. Ou alors, carrément, il y en a, ils disaient, ouais, bah, je m'en fous, je travaille pas, j'irai aux courses comme ça. Voilà, je prends pas mes notes, je prends pas mes repères. Moi, je veux juste rouler. Et au final, bah, ces mecs-là, bah, oui, ils avaient beaucoup de talent, sauf qu'ils l'ont gâché et ils ont pas réussi à percer, quoi. Du coup, si je reviens sur quelque chose de plus terre à terre, tu as parlé qu'aujourd'hui tu en vis, tu es pilote professionnel. Moi, j'étais assez impressionné en te côtoyant. On a eu la chance de se rencontrer et de se voir sur une période assez longue, enfin une semaine, 2 semaines ensemble. Et enfin, là où j'étais très impressionné, c'est que tu étais souvent au téléphone. Euh, Dès qu'on avait une pause et tout, tu étais souvent au téléphone. J'ai l'impression que le quotidien d'un pilote, c'est pas que faire des courses. Et c'est là où le grand public peut-être ne se rend pas compte. Il y a en effet peut-être les pilotes de MotoGP qui sont super centrés sur ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que toi, il faut que tu ailles chercher un peu ces courses. Ouais, bah, c'est du travail, hein. Moi, enfin, j'arrive à en vivre aujourd'hui, mais c'est du travail. Il y a enfin, en amont, il y a beaucoup de travail. Il y a, bah, déjà la préparation physique, ça, ce qui est logique. Mais à côté de ça, il y a tout ce qui est recherche de partenaires. Il y a tout ce qui est, bah, relation avec les partenaires. Après, moi aussi, j'organise aussi un petit peu. J'ai créé mon équipe pour rouler. Donc, du coup, il y a toute cette gestion, donc les commandes des pièces pour la moto. Euh, bah, la relation entre les équipes, les mécaniciens, la logistique. Enfin, non, c'est du gros travail quand même. C'est un travail à temps plein, hein. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas du tout cuit. Ça veut pas dire, bah tiens, allez, c'est bon, j'ai le championnat cette année, je vais rouler en moto toute l'année. C'est vraiment cette recherche de sponsors. Et si tu fais pas ce travail-là en amont, tu cours pas en fait. Tu cours pas ou ben, ouais, ou tu payes quoi. C'est ça en fait. C'est soit tu fais du bon travail, tu trouves des partenaires et tu vis correctement, ou soit bah tu payes clairement ta saison quoi. En fait, c'est tout à fait ça. C'est soit tu as les capacités de trouver des partenaires, de trouver des choses sympas pour eux pour qu'ils puissent te suivre et qui voilà qui t'aident, ou alors bah tu fais rien et puis tu as un peu d'argent et puis tu roules quoi. En fait, c'est voilà, c'est un travail maintenant d'être pilote, c'est pas que rouler sur une moto. Et alors après voilà, des fois il y en a qui ont des agents qui s'occupent d'eux. Pour ma part, j'ai pas d'agent et voilà, j'arrive à faire aussi le job comme ça. Mais par contre, oui, c'est vraiment un travail à temps plein, ça c'est sûr. Et tu parlais de préparation physique. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'entraîne un pilote comme toi, entre, j'imagine, la moto, mais il y a les à côté aussi, il y a peut-être un peu de vélo, de course. C'est quoi tes entraînements type? Ouais, bah alors là avec le Covid, il faut revoir un petit peu tout ça parce que c'est compliqué de s'entraîner.
Mais sinon, avant tout ça, une journée type, c'était j'ai un coach sportif déjà dans une salle du perfectionnement où j'y allais tous les matins, 1 heure et demie. Et puis après, on avait des programmes avec des sorties longues en vélo dans la semaine. Et à côté de ça, on essaye de faire au moins 1 ou 2 fois de la moto par semaine. C'est-à-dire la moto, c'est de la moto sur les kartings, sur les circuits de kart, hein. C'est des petites motos, c'est du trial, c'est du motocross. Enfin, on essaie de varier un petit peu tout ça. Et puis après, c'est du renfort musculaire. Enfin, c'est attention à ce qu'on mange, sans dire vraiment d'avoir un régime alimentaire. Ça dépend les personnes, leur morphologie. Moi, je sais que je suis pas une personne à prendre beaucoup de poids, donc c'est pas forcément ça qui me dérange le plus. Mais mais voilà, après, chaque pilote a ses défauts. Par exemple, moi, je sais qu'au niveau des adducteurs, des trucs comme ça, il faut que j'y fasse très attention. Donc, c'est des choses que je vais travailler un peu plus la semaine avant les courses, quoi. Je reviens un petit peu sur ta discipline. Peut-être que le grand public connaît bah, voilà, le MotoGP parce que bah, peut-être que c'est un peu plus médiatique, etc. Comment tu pourrais parler de ta discipline à quelqu'un qui ne la connaît pas? Donc, on peut dire que tu fais de l'endurance, donc ça, c'est ce que tu fais. Comment tu peux en parler? Déjà l'endurance, ça commence à devenir, une catégorie qui est reconnue, et qui passe à la télé. Donc déjà, ça nous fait du bien et à côté de ça, il y a beaucoup de pilotes de Grand Prix qui arrivent dans la catégorie. Donc, d'année en année, c'est une catégorie qui prend vraiment de l'ampleur. Hem, Après, l'endurance, ce qui est bien, en fait, dans l'endurance et ça touche beaucoup de personnes, c'est parce que il y a le MotoGP, ça c'est les courses, mais c'est individuel. Donc chaque pilote, c'est une course où chaque pilote a une moto et c'est individuel. Et au final, l'endurance où on est 3 pilotes sur la moto, on est environ 40 personnes de staff. Donc en fait, c'est là où c'est bien au niveau de l'endurance, c'est qu'en fait c'est une course où c'est une course d'équipe et en moto c'est les seules courses on peut voir aussi des courses d'équipe en fait. Et du coup, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même vision, c'est pas la même émotion, ça a rien à voir en fait comme course. Et c'est vrai que beaucoup de personnes connaissaient pas et je leur ai dit regardez, allez voir sur l'équipe 21 ou Eurosport, ça passe à la télé les courses. Et du coup, je leur dis essayez de jeter un œil quoi, essayez de regarder. Et c'est vrai que la plupart des personnes, quand elles me disent le lundi, ah du coup j'ai commencé à regarder et puis en fait j'étais pris dedans et j'ai regardé 10 heures de course sur les 24 quoi. Et il y en a beaucoup qui me disent ça parce qu'en fait même à la télé ça arrive à être passionnant. C'est ouf parce que c'est des motos qui tournent, mais en fait on voit en fait même à travers la télé tout quel effort ça demande en fait de faire cette course. Et du coup, les gens, ils se prennent très vite dans le jeu et ils regardent, ils regardent, ils regardent. Et toi, en tant que pilote, par rapport à toutes ces courses que tu dû vivre, c'est quoi, si tu arrives à prendre un peu de recul sur ce que tu vis, c'est quoi ton meilleur moment? Et ça, c'est super dur à expliquer parce qu'en fait, euh, avant une course, chaque week-end, ça me le fait. À chaque fois, j'y pense. C'est que, en fait, euh, sur un week-end, on passe beaucoup d'étapes en fait, en termes de mental on passe beaucoup d'étapes. Par exemple, avant une course, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai peur, j'ai pas envie. Et je me dis, vivement qu'elle soit faite, quoi, la course. Et puis à la fin de la course, t'as envie de recommencer. C'est bizarre, c'est des sensations bizarres, en fait. Et expliquer un meilleur moment sur une course, j'ai envie de te dire le dimanche soir, mais en fait, c'est faux parce que parce que quand j'y repense, tout m'a fait kiffer. Sauf que à l'instant T, tu vois, à l'instant T avant le départ, par exemple, ou à l'instant T, à plein de moments, j'ai pas envie d'y être, mais avec du recul, j'ai aimé. En fait, c'est ultra bizarre et c'est dur à exprimer comme sentiment. Et c'est pour ça que, mais après, il y en a beaucoup qui ont du mal aussi à expliquer parce que faut le vivre en fait pour savoir un petit peu comment ça fait. Ou alors on peut se comprendre entre pilotes parce qu'on le perçoit, on le ressent à peu près pareil. Ou que ça soit ça ou ça soit dans d'autres sports, hein, tout ce qui est sport de haut niveau, on a ce sentiment un peu de peur au début et puis en fait, une fois que c'est fait, ce sentiment de peur, il crée un truc qu'on a envie de revoir quoi.
Et je sais qu'on en a parlé ensemble, et ça m'avait fait enfin, ça m'a fait très très bizarre. C'était parce que c'est un départ des 24 heures du Mans, c'est assez dingue. On voit, j'explique un petit peu aux auditeurs, pour ceux qui connaissent pas, les 24 heures du Mans, bah, c'est très connu, on en a tous entendu parler. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les pilotes partent de la ligne des stands pour aller faire un sprint, pour aller récupérer la moto et après partir, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment dire, ton ressenti à ce moment-là? Ça doit être juste dingue en fait d'être là, à courir tout seul dans ton casque et à aller récupérer ta moto pour partir à fond. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment-là? Bah, déjà avant ce moment-là, enfin le samedi là pour une course d'endurance, surtout une course de 24 heures, déjà on sait on sait que ça va être dur. On sait que ça va être dur, ça va être long et ça crée beaucoup de stress. C'est-à-dire beaucoup de stress. On sait que le départ est à 15 heures. Vu qu'il y a la télé, il faut qu'à 14 heures on soit en cuir, qu'on arrive sur la grille. Et là, on a 1 heure, on a 45 minutes où on est en cuir, il y a les médias et tout ça. C'est déjà ça nous met dans un énorme stress. Après, il y a un moment de silence et là, il y a déjà la Marseillaise. Je te dis un peu tout le déroulé du départ parce qu'en fait, il faut pour comprendre un peu et voir un peu dans quelle situation on peut être. Et en fait, après, on a un moment de silence. On a cette Marseillaise où il y a presque 100 000 personnes qui sont dans les tribunes et qui chantent. Et donc là, tout le monde chante. Et déjà, ça crée une émotion. Tu vois, même pas que pour les pilotes, mais pour tout le monde, on sent une grande émotion. Et donc après, on se positionne dans notre cercle. Voilà, dans notre cercle où on a la moto en fait en face de nous, où on va devoir courir pour aller la chercher. Et donc à ce moment-là, en fait, on passe d'un truc où il y a sur la grille, il y a des centaines de personnes qui tournent autour, qui prennent des photos, des trucs, à un moment en fait où on est tout seul. Donc en fait, on passe du moment où on est compressé à mort, où les gens ils nous prennent en photo, ils nous appellent dans tous les sens pour qu'on les regarde, tatati, qui nous parlent, qui viennent nous taper la main, qui nous disent bonne course, à un moment en fait où on se retrouve, où on est complètement seul quoi, seul et en fait on sait qu'on part pour un truc où on va en chier voilà, où on va galérer complètement pendant 24 heures, on va pas dormir, en fait, on sait qu'on part pas la guerre, mais voilà, on se dit, putain, mais là, on y est, quoi. C'est le moment, on va faire 24 heures et là, le seul truc qu'on a, c'est qu'on regarde notre moto, on dit rien, on parle pas, on entend notre cœur qui tape dans la cage thoracique. Tu regardes les mecs d'à côté, ils sont concentrés comme toi et puis, bah, au moment où, voilà, en fait, t'as 1 minute avant ce départ, là, t'as 1 minute où t'es seul au monde, quoi. T'es seul, t'as le cœur, il tape à 10 000. T'entends le cœur, il pabam, 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 pabam. Et puis là, bah, tu te dis, bon, bah, vas-y, hein, il reste 30 secondes. Voilà, faut que je cours et voilà, que c'est parti, quoi. Et après, une fois que le drapeau se baisse, là, tu cours et hop, c'est bon, là, tu rentres dans ta course et c'est plus la même chose. Mais vraiment, cette minute avant le départ, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très intense. Et à ce moment-là, bah, dans ta tête, t'as plein de choses qui passent à la fois, mais enfin, c'est dur à expliquer. Vraiment, c'est dur à expliquer parce que tu penses à plein de petites choses, mais à côté de ça, tu es très concentré sur ton objectif. Et voilà, mais par contre, voilà, t'es seul, quoi. Tu regardes les autres autour de toi, tu te dis, putain, moi, je suis là, c'est à moi de courir, c'est à moi de faire le taf, c'est à moi de, ouais, c'est ouf comme sensation, franchement. T'as dit c'est dur à expliquer, mais honnêtement, vu comment tu me l'as expliqué, je m'y suis vraiment senti. Alors, je peux pas vraiment le vivre, c'est sûr, mais honnêtement, ça doit être vraiment, vraiment quelque chose. En tout cas, merci enfin, de nous en avoir parlé parce que ça doit être un moment très, 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 très fort. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, tu l'as dit plusieurs fois là dans cet épisode, euh, tu vas, entre guillemets, à la guerre, tu vas en chier. En fait, euh, nous, quand on regarde à la télé, de l'extérieur, on a l'impression que vous vous régalez, en fait, que c'est un vrai plaisir. Mais dans ce que tu dis, c'est que t'en chies quand même, quoi. Ouais, bah, honnêtement, quand je les regarde à la télé aussi, j'ai l'impression qu'on kiffe, mais, mais honnêtement,
bien sûr qu'on aime faire ça. Si on n'irait pas, on le ferait pas. Mais c'est une course de 24 heures, mais même d'autres courses, hein, c'est quelque chose où il arrive un moment, ton corps il sature, ton mental il commence t'es dans le dur. Parce qu'en fait, les gens, ce qui regardent, c'est le départ et l'arrivée. Mais quand eux, ils sont en train de dormir à 4 heures du matin, bah nous, on est encore en train de rouler, quoi. Hmm. Et on s'arrête jamais, 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 jamais. Et je peux te jurer que quand tu enchaînes 9 ou 10 relais, parce que sur une course de 24 heures, tu montes entre 10 et 11 fois sur la moto. Donc 11 fois des relais de 50 minutes. Donc les 3 premiers, ça va. Après, tes 2 nuits, tu en as encore 4 de nuit. Là, tu vois pas le bout. À 4 heures du matin, quand tu te lèves, tu te dis putain, ils sont tous en train de dormir et toi, tu pars rouler sur une moto, quoi. Tu vas faire un relais d'1 heure. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Je le ferai plus jamais de ma vie. Puis au final, tu y retournes à chaque fois. Ouais, c'est dingue. Et t'as parlé aussi de peur. En fait, c'est quoi qui te fait peur? C'est quoi qui fait peur? On sait très bien qu'il y a toujours du danger dans ces courses, mais enfin, tout ce qui est sport extrême, un peu comme ça, il y a toujours des dangers. Voilà, il y a souvent des drames qui arrivent, hein, ça c'est sûr, hein, mais dans tous les sports. Mais donc il y a forcément une petite part de doute qui nous passe dans l'esprit, mais on fait en sorte qu'elle passe très vite Hmm. et qu'elle reparte assez vite. Mais il y a forcément un moment où tu y penses. Mais ça, c'est surtout ce moment où tu y penses, en fait, c'est surtout avant. Voilà. En fait, avant d'être dans cette course, tu peux y penser, mais tu y penses, tu fais en sorte de pas y penser longtemps. Mais il y a toujours une petite part là de doute là-dessus qui passe, hop, et puis après qui s'en va. Et puis une fois que la course est lancée, tu y penses plus, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de préparation physique. Le mental, j'imagine que c'est un vrai gros travail. Et donc, la peur, le stress, c'est des choses que tu dois le gérer. Et comment tu fais? Est-ce que tu as alors soit un préparateur mental ou est-ce que tu fais des préparations toi-même? C'est quoi un peu tes tips, tes exercices pour travailler ce mental? J'avais fait de la sophrologie il y a quelques années de ça. J'en ai fait pendant 2 ans et puis en fait, je me suis aperçu que enfin, j'accrochais pas vraiment au truc et donc j'avais arrêté. Et en fait, honnêtement, le mental, il vient avec le sport. Si tu te charges en sport et que voilà, parce que dans le sport, quand tu es dans le dur, tu es dans le dur et si tu arrives à continuer à pousser dans le dur, honnêtement, tu tapes dans le mental et c'est là où tu apprends mentalement beaucoup de choses. Donc plus tu fais du sport, plus ton mental il grandit et après le mental parce que il y a pas que le sport, enfin dans la vitesse, enfin dans la moto, pour être vite, il faut être fort physiquement, d'accord, mais faut être bon mentalement parce qu'en fait, ça se passe tout dans la tête. Et donc, le mental, voilà, je pense que il faut bien bosser en sport et une fois que tu es calé en sport, après, c'est bosser, c'est rouler, 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 rouler tout le temps en moto et dès qu'il y a une part de doute, c'est faire en sorte de l'enlever très vite de la tête peut-être par exemple, s'il y a une chute et qu'on se dit merde, pourquoi j'ai chuté et tout, c'est remonter sur la moto, essayer de comprendre pourquoi. En fait, il faut pas de place au doute. Il faut jamais de doute. Donc, si tu doutes, c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on, les pilotes, on a des égos un peu surdimensionnés. C'est parce qu'en fait, on est obligé, en fait. On est obligé de croire, de penser qu'on est les meilleurs. On est obligé de dire, je vais tuer tout le monde, parce que si tu le fais pas, si tu te fais marcher dessus, tu te fais écraser. En fait, tu es obligé de dire je suis le meilleur. Enfin, on ne le montre pas, mais dans nos têtes, voilà, quand on part à une course, on dit c'est bon, je suis le meilleur, je vais tout déchirer, quoi. On est obligé parce que ça fait partie du mental. C'est une forme de, c'est De une forme, protection, voilà, c'est une bulle en fait une, protectrice. puis c'est une force en fait. Plus tu vas te mettre dans ce mood-là où en te disant je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, plus tu y crois, et plus ça va marcher. En fait, si tu veux, une moto, tu sais, il faut accélérer, freiner, mais c'est la façon dont tu vas le faire qui va te faire rouler vite. Et la façon dont tu vas le faire, c'est ton contrôle, c'est ton cerveau qui le contrôle. Donc en fait, voilà, c'est plus tu vas travailler sur cet aspect où tu es le meilleur, plus tu auras de la confiance et plus ton cerveau il va te dire d'accélérer plus tôt ou de freiner plus tard ou
de jauger les gaz et en fait, bah, du coup, tu te mets toujours dans une condition où, bah, tu te upgrades un petit peu, tu vois, tu te soulèves un peu plus, toi. Tu t'as parlé de chute et ça fait partie des choses qui peuvent arriver en tant que pilote. Et moi, ça m'a toujours impressionné, c'est votre capacité à vous relever. Euh, T'as dit aussi parfois avant les courses, te dire mais attends, mais qu'est-ce que je fais là? Et finalement, je suis content que ça soit terminé, mais c'est bien plus complexe que ça, hein, je suis d'accord. Mais comment on se relève à chaque fois de chutes plus ou moins importantes et puis des fois des chutes qui font peut-être réfléchir. Comment on se dit allez c'est bon, c'est pas grave, je remonte. Et ben c'est ça aussi qui peut faire la différence entre plusieurs pilotes, c'est que il y a des pilotes, ils vont se prendre une grosse chute et puis ils vont mettre un petit moment avant de retrouver leur niveau, parce qu'ils vont se faire peur tout simplement. Et il y a des pilotes où bah voilà, ils chutent, ils repartent et le tour d'après, ils sont aussi vite. Ça c'est pareil, c'est dans le mental, c'est une force aussi ça aussi quand tu peux revenir directement à ton niveau après une chute. Mais bah tout simplement, quand tu es habitué à chuter, tu plus peur. Donc voilà, on voit les pilotes qui ont l'habitude de chuter, bah ils ont un peu plus de facilité à se remettre dans le rythme. Ceux qui chutent un peu moins, des fois, ils mettent un peu plus de temps. Et puis c'est sûr qu'il y a des chutes qui font douter. T'as vécu ça toi? Une chute qui t'a fait vraiment douter et qui t'est dit bon allez là c'est bon. Une chute qui m'a fait douter, non, jamais, jamais. J'ai eu des chutes qui m'ont fait mal, très mal, où j'ai eu pas mal de fractures, j'ai eu des risques, j'aurais pu y rester, mais elles m'ont jamais fait douter. Je veux dire, quand je me suis réveillé à l'hôpital, et bah, je savais que j'allais continuer la course, quoi. La course d'après, oui, j'ai eu du mal, j'ai eu peur, elle a été très dure, mais elle s'est faite dans la douleur, mais je l'ai faite quand même. Et après, bah, hop, j'ai repris un rythme habituel, quoi, où j'avais plus forcément peur, j'avais envie d'y retourner, quoi. C'est à des vitesses qui sont quand même assez folles avec des chutes comme tu l'as dit où tu peux vraiment passer pas très très loin de bah, ouais si on peut le dire comme ça d'un très 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 gros Ouais, je l'avais pas dit. mais si, on peut mourir, hein, de toute façon. Mais non, mais on peut le dire, hein, je veux dire, moi, des amis, j'en ai perdu et enfin, je vais sûrement encore en perdre. Et enfin, c'est comme ça, c'est notre sport, c'est la vie. Et puis c'est comme ça, on peut mourir. Enfin, moi, j'ai pas peur de parler de ça parce qu'en fait, on l'accepte, hein, quand on fait des trucs comme ça, on sait que ça peut arriver. Et voilà. Et après, il faut faire avec, hein, c'est comme ça, hein. Mais on peut mourir de plein d'autres choses. Toi tu peux vivre avec mais du point de vue de la famille tout ça comment c'est géré de leur côté? Difficilement. En tout cas, pour ma mère, c'est difficile parce que le coup, j'avais eu le gros crash, elle était présente et ça a été très dur pour elle. Après là, ça va un peu mieux. Ça fait 10 ans, enfin ça fait 9 ans déjà depuis la chute et puis ça va un peu mieux. Elle revient un peu sur les courses. Mais bah, après, ils sont aussi conscients des risques, hein. Donc une course, c'est une course de 24 heures, c'est 24 heures de stress, hein. Honnêtement, pour eux, c'est aussi intenable. Mais voilà, après, je pense que le truc qui me fera arrêter la moto un jour, c'est le jour où j'aurai vraiment peur. Voilà. Où je me dirais, bon, allez, ça suffit, maintenant, on arrête un peu les conneries. Voilà, le jour peut-être où j'aurai des enfants. Donc, ça me fera réaliser que ou peut-être je préférerais plus, je préfère vivre, enfin voilà, m'occuper de mes enfants qu'aller risquer ma vie sur une piste, quoi. Ouais. On va parler de choses un petit peu plus. Enfin, des enfants, c'est bien, hein, c'est pas ça que je voulais dire, c'est de parler de chute. On va pas te le souhaiter, ça c'est sûr. Je sais que tu as un petit surnom, c'est Pépito, et puis tu as aussi un. Alors, je pose souvent la question aux pilotes que j'interviewe. Euh, le numéro, c'est important. Du coup, toi, c'est le numéro 11, hein, il me semble, hein, c'est bien ça. Ouais, ouais. Et ton surnom, c'est Pépito, ça vient d'où tout ça? Ouais, bah alors écoute, le pépito, c'est une question qu'on me demande à chaque interview, et ce qui est normal, hein. Alors en fait, c'est un truc tout bête vraiment, c'est que j'étais, un jour, on faisait un foot en salle avec des potes et puis, des potes de la moto, hein. Des potes de la moto, on faisait un foot en salle et puis, moi je suis un peu du genre, bah, déjà je suis pas très grand et puis, je courais un peu de partout sur le terrain. J'étais de partout, j'étais goal, j'étais gardien, j'étais attaquant, défenseur. Et puis à un moment, il y en a un, il dit: «Oh Pépito, il va se calmer là». Et je fais un peu mexicain en plus, alors, voilà quoi. Et du coup, ça a fait marrer tout le monde.
Ça a fait marrer tout le monde et puis j'ai dit: «Bah, ouais», enfin, eux, ils ont commencé à prendre l'habitude de m'appeler comme ça et puis j'ai vu que c'était marrant et puis que donc je me suis dit: «Allez, je vais m'en servir, je vais de ça, quoi». C'est un peu marrant, c'est l'autodérision, c'est pas mal et je pense qu'il faut un peu rigoler aussi là-dessus. Du coup, bah, c'est parti comme ça, mais c'est surtout eux, en fait, qui ont lancé le truc et qui ont pas arrêté de m'appeler comme ça. Et du coup, après, sur le paddock, il y a des mecs qui m'appelaient Pépito, ils connaissaient même pas mon prénom. J'ai dit, bon, bah, je vais m'en servir. Du coup, là, je me suis servi de ça et c'est vrai que sur le paddock, il y en a beaucoup qui m'appellent Pépito. Moi, je trouve ça marrant, c'est marrant. Et puis voilà, c'est un peu ma marque de fabrique. Après, à côté de ça, où c'est ouf, c'est que dans ma vie perso, avec mes amis d'enfance, ma famille, tout ça, personne m'appelle Pépito. Enfin, ils savent que voilà, j'ai un surnom comme ça sur la moto, mais personne m'a appelé comme ça. Et personne m'appelle comme ça. C'est vraiment dans le monde de la moto qu'on m'appelle comme ça. Et après pour le numéro 11, en fait, c'est le numéro, c'est ma date de naissance. Et puis, c'est un numéro que j'ai utilisé depuis le début. Et c'est vrai, c'est un numéro qui me tient à cœur, quoi. Et, et c'est pareil, c'est un peu la marque de fabrique, son numéro. C'est un peu le seul truc qui est à nous, en fait. Et donc, du coup, c'est un truc qu'on essaie d'avoir, que je pense que tous les pilotes essayent de garder, quoi, leur numéro, de rouler avec leur numéro. Puis ça fait un peu, moi, je sais que ça fait un peu porte-bonheur, quoi, porte-chance. Ouais, C'est c'est un hyper symbole, quoi. important et c'est vrai que on retient beaucoup les numéros parce que bah, c'est ce qu'on voit. C'est peut-être parfois difficile de vous reconnaître quand vous êtes sur la piste avec le numéro. Au moins, on sait qui c'est quoi. Ouais, exactement, ouais, Donc je exactement. comprends que ça Mm. soit important et que le choix souvent j'ai l'impression qu'il est personnel. C'est pas un numéro comme ça et je comprends tout à fait qu'il est important que ça suive sur tout le long d'une carrière de pilote. Euh, c'est quoi pour toi le conseil, parce qu'on est sur un podcast qui parle d'aventure et qui parle d'aventure que ça soit en tant que pilote ou en tant que voyageur ou en tant qu'entrepreneur dans le monde de la moto, c'est quoi tes conseils à un gamin du coup qui a 15 ans ou qui est plus jeune pour vivre ce genre d'aventure? Un conseil déjà, c'est de croire en lui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est mental, hein, donc si tu crois en toi, tu seras toujours plus fort. Croire en lui déjà, savoir si réellement il est persuadé de vouloir faire ça et tout, c'est voilà, c'est de faire enfin, il aura pas le choix, c'est croire en lui, faire des sacrifices. Il y aura des sacrifices à faire dans tous les cas, mais c'est de pas lâcher, quoi. Voilà, c'est de croire en lui et puis d'y aller à fond et surtout de saisir toutes les chances, toutes les opportunités qui s'offrent à lui, de pas réfléchir et voilà et de prendre tout ce qu'il peut prendre. Tous les petits conseils, tout, tout en fait, et surtout de pas négliger le moindre petit détail et travailler, travailler, travailler. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais c'est un vrai bon conseil. C'est un vrai bon conseil. Est-ce que toi, avant une course, tu as une citation ou une musique, un truc qui te motive ou qui te permet de te mettre dans ta bulle et qui te donne vraiment de la force? Tu parlais de porte-bonheur tout à l'heure avec ton numéro 11. Est-ce que tu as quelque chose qui te porte bonheur ou une phrase ou quelque chose vraiment qui te donne de la force avant une course? Non, non, justement, en fait, j'essaie d'enlever tout ça là, tous ces mimiques, tous ces trucs un peu porte-bonheur. J'ai pas de trucs comme ça parce que le jour où tu l'oublies, où tu l'as pas, et bah, tu vas te sentir mal en fait. Ou Hmm. tu le fais mal, le jour où par exemple, je sais pas, tu as un truc, j'enfile mon gant gauche avant le gant droite ou je sais pas des trucs, un signe de croix sur le réservoir ou des trucs et le jour où en fait où tu vas te dire, «Merde, je l'ai pas fait» et bah, ça va te dérouter complètement. Alors j'essaye en fait d'enlever le plus possible en fait tous ces trucs, tous ces genres de gestes ou de trucs pour, voilà, pour qu'au final ça soit beaucoup plus simple et que mon esprit soit plus libre. Mais ça revient à ton conseil en fait. Croire en toi. Il y a que toi en fait qui est capable et pas forcément des petites choses qui vont te motiver. Déjà, croire en soi, c'est déjà, C'est c'est déjà déjà ouais, le, c'est c'est déjà déjà dur le à plus faire. important. C'est déjà Mm. dur, c'est très dur à faire parce que la confiance en soi, on sait que ça se gagne, mais ça se perd très vite. Ça se perd plus vite que ça se gagne. Donc déjà, pour garder toujours un niveau de confiance, c'est dur.
Et pour la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est en mai. C'est quoi ton actualité? Donc mon actualité, donc là je suis en formation, on est en formation pour le CQP, pour être initiateur. Et puis j'ai une course dans 3 semaines, une course de championnat de France. Et après j'aurai une course, j'aurai les 24 heures du Mans qui étaient en mars en avril et qui ont été décalées au mois de juin. Et puis après je vais avoir une course au Portugal. Une course de 12 heures au Portugal au mois de juillet, et au mois de septembre, je vais avoir le Bol d'Or. Donc aussi une course de 24 heures. Bon, bah écoute, moi je tiens à te remercier, Hugo, du temps passé avec moi et avec nous sur Rider Radio pour parler de ta vie de pilote. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour les 24 heures et les autres courses. Vraiment, je vais te suivre et je vais même te supporter. Et ça serait avec grand plaisir de te revoir aussi et éventuellement moi t'emmener sur quelques pays que j'ai pu visiter, parce que c'est bien aussi de prendre son temps, c'est bien d'aller vite, et c'est un rêve que moi j'ai toujours voulu faire de la course. Ça, je pense que c'est un vrai rêve de gosse. Mais j'aimerais aussi un jour t'emmener te balader en Inde ou au Sri Lanka, au Népal. Donc j'espère te voir rapidement, en tout cas dans ces destinations-là. Ça se fait avec grand plaisir, honnêtement, ça se fait avec grand plaisir, et je pense que j'en prendrai plein les yeux, et c'était un grand plaisir aussi de partager ce petit moment avec toi et tes auditeurs. Bon, super. À bientôt, Hugo. Au plaisir. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt, et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.